C'est orgasmique presque. Je m'appelle Bruno Dell'Amatia, je suis développeur web en freelance depuis environ 5 ans et j'ai créé le studio de production digitale qui s'appelle Dell'Amatia. C'est un peu une reconversion pour moi. Il y a 5 ans, j'ai bossé pendant à peu près 8-10 ans dans la communication auparavant. Et je bossais avec beaucoup de développeurs web et ça m'a toujours intrigué en fait de voir ce qu'ils faisaient et de pas comprendre en fait le langage qu'ils utilisaient. Et j'ai eu envie d'apprendre à coder pour pas dans une optique de reconversion dans un premier temps, mais plus par curiosité. Et en fait, j'ai été un peu pris au jeu et j'ai commencé à coder, à faire des sites en freelance. Et maintenant, voilà, j'adore ça et ça me change beaucoup, quoi. Je crée des sites vitrines et e-commerce, principalement sur WordPress et WooCommerce pour la partie e-commerce, mais également sur Shopify. Là, je me lance un peu dans les solutions no-code aussi, type Webflow par exemple. Alors, ce qui est cool, je pense que c'est vachement lié au statut d'indépendant en fait. Ce qui est cool, c'est la liberté qu'on peut avoir en tant qu'indépendant et le fait d'apprendre sans arrêt des choses nouvelles. C'est-à-dire que moi, ce qui me manquait dans mon précédent métier, c'était que j'avais l'impression que je stagnais un petit peu intellectuellement, on va dire. J'avais l'impression d'apprendre rien de nouveau et ça me frustrait vachement. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le code, en fait, il y a sans arrêt des nouveaux langages, des nouveaux outils qui sortent sur le marché. Et ça me donne à chaque fois envie d'apprendre de nouvelles choses et de continuer à me former. Le côté aussi cool, c'est la résolution du problème. Et ça, moi, je trouve c'est le plus kiffant, c'est de se dire, en fait, tu peux rester pendant des heures bloqué sur quelque chose. Et à partir du moment où tu as trouvé la solution, c'est orgasmique presque. La partie moins cool, c'est que c'est aussi hyper exigeant. Le fait d'être toujours au fait de ce qui se fait, de ce qui sort, etc. Et que parfois c'est très complexe et que ça peut être frustrant de rester bloqué pendant des heures et des heures sur un bug ou sur un truc qu'on n'arrive pas à faire, quoi. L'éco-conception web, ça vise à réduire l'empreinte environnementale des sites qu'on va faire, c'est-à-dire en gardant une qualité et un service constant par rapport à un site non éco-conçu, c'est réduire au maximum le nombre de ressources nécessaires à son fonctionnement. C'est dans une optique de sobriété en fait, et d'efficience, donc c'est-à-dire arriver au même résultat avec moins de choses. C'est un concept en fait qui est un tout petit peu galvaudé, je dirais, parce qu'en fait on ne peut pas complètement éco-concevoir un site web. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile de communiquer autour de ce sujet-là sans faire de greenwashing, et c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas mon propos. En fait, je m'étais rendu compte que mon travail a un impact sur la planète, et quand tu devs quelque chose et quand tu produis quelque chose, de toute façon il y a un impact. Mais mon but c'était de réduire mon impact et de faire mon métier le plus proprement possible. 80% des gains qu'on peut avoir en termes d'impact environnemental, il se fait sur la phase en amont de conception. C'est-à-dire, c'est une discussion avec le client souvent et de voir quelles sont les choses qu'on peut réduire au maximum et réduire aux fonctionnalités les plus essentielles du site web. Il y a 45% des fonctionnalités que tu vas développer sur un site qui sont in fine pas du tout utilisées par les utilisateurs. Donc en fait voilà, c'est une démarche vraiment d'aller à l'essentiel. Ça veut pas dire faire un site où tu as que du texte. Tu vois, tu peux allier le design et l'éco-conception, ou du moins les sites faible impact. Mais voilà, c'est pas incompatible, quoi. Je me suis rendu compte en travaillant pas mal en sous-traitance et en équipe avec d'autres développeurs, je me suis rendu compte que l'impact du site c'était quelque chose qui était vraiment pas du tout abordé, ni utilisé, que les gens faisaient pas du tout attention à ça. Il y a l'optimisation du code, mais il y a aussi toute la phase de conception en amont et en fait il y a plein de choses qui sont inutiles dans le web. Avoir une grande vidéo plein pot en background où tu vois juste des gens marcher qui n'apportent rien à ton site, ça a un impact sur le temps de chargement de ton site et sur le poids de ton site. Et en fait, on s'est rendu compte que là, le poids d'une page web, elle s'est multiplié par 115
en 20 ans, les 20 dernières années. 115 fois plus lourdes les pages, chaque page web. Donc c'est énorme et pourtant on réserve pas un billet de train 115 fois plus vite, on lit pas un article 115 fois plus vite. Enfin tout ça a pas trop de sens en fait, à part en mettre plein les yeux, mais en fait ça n'a pas d'impact forcément tant que ça. Et donc c'est à partir de plusieurs conclusions comme ça, plus tout l'impact du numérique qui représente près de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et ça va doubler d'ici 2025. Donc c'est à partir de toutes ces conclusions-là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et que je me suis intéressé à l'éco-conception. Et je me suis formé auprès d'un collectif français qui s'appelle Green IT, qui a aussi édité un référentiel des bonnes pratiques de développement en éco-conception et que j'essaie de suivre le plus possible. Et c'est toujours en lien avec le client, c'est-à-dire qu'on fait toujours en sorte d'allier à la fois les contraintes du client et les contraintes d'éco-conception pour réduire au maximum l'empreinte environnementale des sites web que je développe.